Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire l'exercice 2 de la série sur les applications linéaires. Donc, on va prendre une application qui est définie de R3 vers R3, qui a x, y, z. On lui associe f de x, y, z. La première question, c'est montrer que f est linéaire. D'accord? Donc, exercice 3. Alors, si vous voyez, avant de faire les calculs, on peut remarquer que f de 0, 0, 0, si on remplace x, y, z par 0, on va trouver f de x, 0, 0, 0, c'est égal à 0, 0, 0. Donc, on peut continuer notre travail. Donc, f linéaire, nous avons deux conditions. La première condition, c'est-à-dire si on prend deux vecteurs de R3, il faut que f de u plus v, c'est égal à f de u plus f de v. C'est-à-dire on peut séparer le uv. Et si on prend un vecteur u appartenant à R3, et on prend lambda appartenant à R, un scalaire, alors on peut faire sortir le lambda. C'est-à-dire c'est égal à lambda f de u. D'accord? On va commencer par la première condition. Donc, soit u, puisque u appartient à R3, on peut noter f de x, y, z. Et v égale x', y', z' appartient à R3. Et on prend lambda appartient à R. D'accord? Alors on va calculer f de u plus v. Donc il faut calculer u plus v. Donc f de u plus v. Pour calculer u plus v, ça va être égal x plus x', y plus y' et z plus z'. Donc c'est f de x plus x', y plus y' et z plus z'. D'accord? Et là, on prend l'application f et on remplace le x par x plus x', y par y plus y' et z plus, par z plus z'. Donc ça va être égal. Donc là, nous avons moins x plus 2y, ça va nous donner moins x plus x'. Ça va jouer le rôle de x. Plus 2y plus y'. Plus 2 z plus z'. C'est la première composante. On fait la même chose avec les autres composantes. Donc, 2x plus x', moins y plus y' et plus 2 z plus z'. La dernière composante, c'est 2x plus x', plus 2y plus y', moins z plus z'. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de mettre le x, le y et le z à part. La même chose là. D'accord? Et le x', y', z' à part. Donc, ça va nous donner directement, c'est moins x. La première composante qui contient le x, y, z, c'est moins x, plus 2y plus 2z, plus 2y plus 2z. Là, c'est 2x moins y plus 2z. C'est 2x moins y plus 2z. Et la dernière, c'est 2x plus 2y moins z. 2x plus 2y moins z. Plus la même chose, c'est-à-dire les quantités qui contiennent le x', y', z', ça va nous donner moins x' plus 2y' plus 2z'. Après, 2x' moins y' plus 2z'. Et la dernière, c'est 2x' plus 2y' moins z'. 2x' plus 2y' moins z'. Et vous voyez, cette quantité, c'est tout simplement le f de u. Donc, c'est f de x, y, z. Et cette quantité, c'est f de x', y', z'. Donc, c'est égal à f de u plus f de u. La deuxième propriété, on doit montrer que f de lambda fois u est égal à lambda fois f de u. Donc, on va calculer f de lambda u. Donc, c'est f de lambda x, lambda y et lambda z. Et là, à la place de x, y, z, on va mettre lambda x, lambda y et lambda z. Donc, ça va nous donner, là, c'est moins lambda x plus lambda y plus 2 lambda x, y plus 2 lambda z. D'accord? Deuxième composante, c'est 2x. Donc, ça va être 2 lambda x
plus moins lambda y, donc c'est moins lambda y plus 2 lambda z. Et la dernière, c'est 2 lambda x plus 2 lambda y moins lambda z. Vous voyez, nous avons toujours un facteur commun qui est le lambda. Donc, on peut faire sortir le lambda. Il nous reste là moins x plus 2y plus 2z. Et là, c'est 2x moins y plus 2z. 2x moins y plus 2z. Et la dernière, c'est 2x plus 2y moins z. 2x plus 2y moins z. Et là, vous voyez, cette quantité, c'est tout simplement f de x, y, z. Donc, c'est égal lambda f de. Vous voyez, puisque f vérifie les deux conditions, comme conclusion, f est une application linéaire, ou bien on écrit f, c'est un endomorphisme de R3. Pourquoi un endomorphisme? C'est une application linéaire entre R3 et R3. Parce que lorsqu'une application est linéaire entre le même espace vectoriel, on dit que f est un endomorphisme. Donc un endomorphisme, c'est une application linéaire entre le même espace vectoriel. Deuxième question, déterminer le noyau, une image de l'application f. Deuxièmement, on va déterminer le noyau, l'image. Donc le cœur de f. Donc par définition, c'est une image réciproque de 0. Donc c'est f moins 1 de 0 de R3. Donc, cœur de f, c'est l'image réciproque de 0. 0, l'image réciproque de 0 de cet espace. D'accord? C'est une image réciproque. Donc, c'est égal par définition, c'est l'ensemble des vecteurs U appartient à R3, tel que son image appartient à cet ensemble, c'est-à-dire tel que f de U égale à 0 de R3. D'accord? Alors, pour trouver le cœur de f, on va résoudre cette équation. D'accord? Ça va être un système homogène. Donc, on peut utiliser par exemple la méthode de pivot de Gauss. Et on va trouver des solutions. Soit on trouve la solution nulle qui est 0 de R3. Et dans ce cas, le cœur égale à 0. Sinon, on trouve une infinité de solutions. D'accord? Alors, le problème, c'est résoudre cette équation. Donc, on commence par soit U égale X, Y, Z appartient à cœur de f. Que signifie U appartient à cœur de f? Par définition, pour que U appartienne à cœur de f, il faut qu'il vérifie cette équation, c'est-à-dire f de x, y, z égale 0, 0, 0. Donc c'est équivalent à dire que moins x plus 2y plus 2z et 2x moins y plus 2z et après 2x plus 2y moins z égale à 0, 0, 0. Donc, c'est équivalent à dire que moins x plus 2y plus 2z égale à 0. Après 2x moins y plus 2z égale à 0. Après 2x plus 2y moins z égale à 0. Et là, voyons, nous avons un système homogène. On peut appliquer par exemple la méthode de pivot de Gauss. Le pivot égale à moins z, on continue. Bon, un calcul simple montre que x ça va être égal à y, ça va être égal à z, et ça va être égal à 0. D'accord? Donc, notre cœur de f, c'est égal l'ensemble des u qui est égal x, y, z. Donc, on va remplacer u par x, y, z. Appartient à R3. Tel qu'on a ça, et vous voyez, cette relation, c'est équivalent à ces équations. Donc, tel que x est égal à y, égal à z, égal à z. Bon. Quels sont les éléments de R3 qui vérifie x égale à y égale à z égale à 0, c'est tout simplement le 0. Donc nous avons une solution unique qui est égale à 0, 0. D'accord? Donc c'est le cœur de f. Alors après, on va calculer l'image de f. Bon, l'image de f, c'est très simple. Donc l'image de f, par définition, c'est l'image de cet ensemble. Donc c'est f de R3. C'est égal. L'ensemble des éléments qui s'écrit f de u, c'est les f de u, tel que u appartient à l'espace de départ. Donc là, il suffit de remplacer le f de u par sa valeur. Donc c'est égal. Donc image de f.
Donc c'est moins x plus 2y plus 2z. Donc il suffira de remplacer le f par sa valeur. Après 2x moins y plus 2z. Et la dernière c'est 2x plus 2y moins z. Avec x, y, z appartient à R. Si on met là des parenthèses, on écrit appartient à R3. Sinon, si on enlève les parenthèses, on écrit juste appartient à R. D'accord? Très bien. Maintenant, la question qui suit, est-ce que f est-elle bijective? D'accord? Alors, on va essayer de faire deux méthodes. Alors, la première méthode, c'est la méthode classique. Alors, f est bijectif si f est injectif et surjectif. C'est la définition classique. F bijective si seulement si f injective et f surjective. D'accord? Alors, pour montrer que f est injectif, on va utiliser le noyau de f. F est injectif si seulement si le noyau de f, c'est égal à 0, tout simplement. Bon, 0, l'espace de départ, hein, car c'est un sous-espace sous vectoriel de l'espace de départ. Alors, il suffit de montrer que ker de f est égal à 0. Or, si vous voyez, nous avons calculé le ker de f et on a trouvé le 0. Donc, si on trouve une infinité de solutions, alors l'application n'est pas injective. Mais si on trouve la solution unique qui est 0, parce que c'est un système homogène, la solution unique doit être 0, alors dans ce cas-là, l'application est injective. Or, on a déjà calculé, on a montré que ker de f c'est égal à 0, 0, 0, c'est-à-dire 0 de R3, ce qui implique que f est injectif. C'est comme ça qu'on montre que f est injectif pour les applications linéaires. Alors, f surjectif, alors, rappel, si on prend f de E de f, application linéaire, d'accord? Alors, image de f, si vous vous rappelez, c'est f de E. C'est une image qui est inclue dans f. Bon, c'est un sous-espace vectoriel de f. Image de f est un sous-espace vectoriel de f. Alors, pour que f soit surjective, vous voyez, l'image de f, il est inclus dans f. Pour que f soit surjectif, il faut que l'image de f est égale à f. D'accord? L'image de f, il est inclus dans f. Mais si l'image de f est égale à f, alors f est surjective. Alors, comment montrer que l'image de f est inclue dans f? Alors, un sous-espace vectoriel, si on a l'image de f, ou bien n'importe quel sous-espace de f, cet ensemble est égal à ça. Si seulement si image de f est inclus dans f, qui est évident, il vérifie tout le temps, évident, puisque par définition, l'image de f est inclus dans f. Et la deuxième des choses, c'est que la dimension de l'image de f doit être égale à la dimension de f. D'accord? Alors, nous avons cette inclusion qui est évidente. Nous avons la dimension de f. Alors, il suffit de chercher la dimension de l'image de f. Le problème, c'est chercher la dimension de l'image de f. Alors, dans notre cas, f surjective, si seulement si, l'image de f, notre cas f, c'est égal à R3. C'est équivalent à dire que l'image de f est inclus dans R3, qui est évident car l'image de f est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée. Et la deuxième des choses, il faut montrer que dimension de l'image de f égale la dimension de R3 qui est égale à 3. Donc le problème, c'est déterminer la dimension de l'image. D'accord? Et pour déterminer la dimension de l'image, nous avons deux méthodes. D'accord? La première méthode, c'est chercher une base de l'image de f. Donc, on fait la méthode de séparation des variables, on trouve une famille génératrice, après on montre que cette famille est une famille linéaire, et ainsi de suite. Sinon, on utilise direct le théorème de rang. Théorème
Durand. D'accord? Alors, le théorème de Durand dit la chose suivante. Alors, un petit rappel sur le théorème de Durand. Alors, soit f de E dans f une application linéaire. Alors, si dimension de E est finie, c'est-à-dire il est fini, toujours cette condition ne pose pas un problème puisqu'on travaille dans les espaces vectoriels de dimension finie. Donc, par exemple, la dimension de R3, c'est égal à 3. Elle est finie. Alors, la dimension de l'espace de départ, c'est égal à la dimension du kerr de f plus la dimension de l'image de f. D'accord? Alors, si vous voyez ici, on connaît la dimension du kerr de f. Bon, la dimension de E, elle est toujours donnée. Si on connaît la dimension de kerr de f, alors on peut déterminer la dimension de l'image de f. D'accord? Alors, revenons à notre exercice. Le E, c'est égal à R3. On a trouvé le kerr de f, c'est égal à 0, 0, 0. Ce qui implique que là, la dimension de E, c'est égal à 3. La dimension de R3 directement, c'est égal à 3. Et la dimension du kerr de f, toujours la dimension de 0 par convention, c'est égal à 0. Alors, d'après le théorème de Durand, la dimension de R3, c'est égal à 3. La dimension du kerr, c'est égal à 0. Automatiquement, ceci implique que la dimension de l'image de f est égale à 3. Donc, vous voyez, là, on a trouvé la dimension de l'image de f, c'est égal à la dimension de R3, qui est égale à la dimension de R3, ce qui implique que f, elle est surjective. Ce qui implique que f, elle est bijective, puisqu'elle est injective et surjective. Par exemple, si la dimension du kerr, par exemple là, si la dimension du kerr, c'est égal à 1, d'accord? Et la dimension de R3, c'est égal à 3. On trouve la dimension de l'image, c'est égal à 2, qui est différente de la dimension de R3. D'accord? Et dans ce cas, l'application n'est pas surjective. D'accord? Une deuxième méthode. Alors, on prend une application, soit f de E de f, avec dimension de E, c'est égal à la dimension de f. Par exemple, de R3 vers R3, ou bien de R3 vers M2 de R. Donc, l'essentiel, il faut que les deux espaces ont la même dimension. En particulier, c'est E égale à F. Donc, ils ont la même dimension. Alors, F injective, c'est équivalent à dire que F surjective, et c'est équivalent à dire que F bijective. Que signifie ce théorème? Alors, si on a la même dimension, alors pour montrer que F est bijective, il suffit de montrer qu'elle est ou bien injective ou bien surjective. Vous n'êtes pas obligé de montrer les deux propositions. Alors, il faut ajouter cette condition. Alors, dans notre cas, puisque E égale à F égale à R3, implique que la dimension de E égale la dimension de F. Donc, la condition est bien vérifiée. Alors, pour montrer que F est bijectif, il suffit de montrer que F est injectif. Or que, d'après cette partie, alors on a montré que, on peut noter par exemple étoile. Alors, d'après étoile, F injective. D'accord? Puisqu'elle est injective directement, F bijective. Cette relation n'est pas tout le temps vraie. Elle est vraie si la dimension de E est égale à la dimension de F. Par contre, dans le cas général, pour montrer que F est bijectif, il faut montrer que F est injectif et F est surjectif.